Bonjour à tous, je m'appelle Sofiane, je suis doctorant à Télécom Paris et à l'Institut Polytechnique de Paris, donc du côté du plateau de Saclay, et je collabore dans le cadre de ma thèse avec l'équipe de Miracle AI justement sur ces thématiques de deep learning en imagerie cardiaque. Et donc le but de la présentation aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut apprendre des modèles d'IA, des modèles de deep learning sur des données médicales dans un contexte où on a accès à peu d'annotations. Et donc le cadre dans lequel on va se placer, c'est le cadre du César, qui vient de vous être présenté par Julien, pour lequel, pour un patient donné, on récupère différents types de données multimodales et hétérogènes. Donc ça peut être de l'imagerie, IRM, scanner, écho, des données cliniques, de la physiologie avec de l'ECG, de la biologie. Donc tout ça, on le récupère à Lariboisière. Et donc c'est des données qui apportent en fait des informations distinctes sur la pathologie du patient, mais qui sont en fait étroitement liées, puisqu'elles racontent la même histoire sous-jacente de la pathologie du patient. Et donc un diagnostic précis, il nécessite de combiner toutes ces modalités. Et c'est ce que fait déjà le médecin en fait, dans son schéma de pensée. Il intègre déjà toutes ces modalités ou les modalités qu'il a à disposition pour prendre la décision clinique. Mais en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2026, il n'existe pas de modèle d'IA, de modèle de deep learning qui intègre de façon unifiée toutes ces modalités dans un seul cadre. Et donc nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut modéliser la fusion, c'est-à-dire la combinaison de toutes ces modalités dans un seul cadre, un seul modèle de deep learning unifié. Et donc pourquoi ça n'existait pas jusqu'ici? C'était parce qu'en fait, il n'y a pas en ligne des bases de données multimodales à cette échelle-là, sur lesquelles on peut entraîner les algorithmes d'IA. Et donc c'est pour ça que l'unité d'urgence cardiologique du César, elle ouvre complètement de nouvelles perspectives en IA multimodale pour la cardiologie, justement parce qu'on a accès à ce type de données rares à Lariboisière. Donc pour entrer un peu plus dans le détail, quand je parle d'IA multimodale en cardiologie, généralement, on a la pipeline suivante, c'est-à-dire qu'on a un patient, et sur ce patient, on a différents types de données, donc ici de l'imagerie avec de l'IRM, de l'écho. On a des séries temporelles, donc des signaux avec l'ECG, et on a des données tabulaires avec les données cliniques, par exemple. Et généralement, on va avoir des modèles de deep learning qui vont être unimodaux, c'est-à-dire qu'ils vont traiter chaque modalité de façon séparée pour extraire des informations, ce qu'on appelle des features de ces données d'entrée. Donc ici, vous voyez, chaque modèle va prendre en entrée une des modalités et va extraire donc un vecteur de features, on appelle ça aussi un vecteur de représentation, c'est les petits rectangles bleus, verts, etc., qui vont en fait encoder toute l'information qui est présente dans ces données. Et donc en fait, le but du jeu ensuite, ça va être de concaténer, c'est-à-dire combiner ces différents vecteurs, ces différentes représentations, dans un seul grand vecteur, qui va être donné en entrée d'un réseau de neurones, qui est ici à la fin. Voilà, dans un réseau de neurones ici. Et ce réseau de neurones, lui, son but, ça va être de fusionner, d'aligner les représentations de toutes ces modalités pour arriver à la meilleure prédiction pour notre tâche clinique d'intérêt. Donc ici, en tâche clinique, on peut prédire un outcome clinique, faire du triage de patients, de la prédiction de risque. Pour la petite anecdote, le triage de patients, c'est super intéressant dans notre cas, parce qu'à Lariboisière, on a observé que parmi tous les arrêts cardiaques qui avaient lieu à l'hôpital, près de 50% d'entre eux avaient lieu dans une salle d'attente des urgences. Et donc on a vraiment besoin d'avoir ces outils-là qui aident au triage de patients pour les médecins, les personnels paramédicaux, etc. Et donc dans cette pipeline, vous voyez qu'il y a deux moments importants. Le premier moment ici, où on va extraire des features, extraire des représentations de nos données d'entrée. Et ce deuxième moment-là qui va être responsable de combiner toutes les données entre elles pour arriver à la performance optimale. Et donc nous, la première direction de recherche sur laquelle on s'est intéressé, c'est sur ce premier point-là, c'est-à-dire comment entraîner des modèles d'IA qui peuvent extraire de l'information pertinente de nos données d'entrée, et notamment de nos images. Et donc, il y a en fait deux problèmes, deux challenges qu'il faut adresser avant de se lancer dans un tel projet. C'est-à-dire comment faire pour développer des modèles de deep learning qui soient performants, mais qui n'aient pas besoin de milliards de données annotées pour leur entraînement. C'est typiquement ce qui pose problème en pratique en imagerie médicale. On n'a pas beaucoup d'annotations disponibles, parce que ça prend énormément de temps d'annoter les données. Et donc, on va entraîner des modèles en fait, avec des méthodes qu'on appelle d'apprentissage auto-supervisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser les annotations de médecins experts pour pouvoir entraîner le modèle. Le deuxième challenge, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les modèles qui existent de deep learning pour l'image
la plupart du temps, ils ont une compréhension globale des images. Donc ils comprennent que voilà, c'est une image d'un cœur, mais ils ne comprennent pas les structures fines, les textures, les anomalies qu'il y a sur ces images. Et donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est développer des modèles qui apprennent ce qu'on appelle des représentations denses, c'est-à-dire des encodages des images qui soient vraiment précises au niveau des pixels. Et ça, c'est hyper intéressant. Par exemple, si on prend le cas de la séquence de rehaussement tardif en IRM cardiaque, les zones qu'on cherche à analyser, qu'on cherche à quantifier, le plus souvent, sont très localisées, très petites dans le myocarde. Et donc, on doit avoir des modèles qui possèdent ce niveau de granularité dans leur processus d'analyse. Donc, pour rentrer un peu plus dans le sujet, la plupart du temps, en deep learning, on a des modèles, donc ici en bleu, qu'on appelle des encodeurs, qui sont entraînés à compresser l'information des images dans un vecteur, qu'on appelle un vecteur de représentation ou un vecteur de features ici. Donc ici, un seul vecteur va représenter toute mon image, toute l'information qu'il y a dans mon image. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt des approches de type encodeur-décodeur, où en fait, pour chaque position dans l'image, pour chaque pixel, on va avoir un vecteur de représentation qui encode ce pixel, qui encode la structure anatomique à laquelle il appartient, les relations avec les autres structures, etc., pour vraiment avoir un niveau d'analyse qui est fin. Et ensuite, tout l'enjeu de l'entraînement, ça va être de se dire comment est-ce qu'on peut entraîner un modèle de deep learning qui nous ressorte les mêmes encodages, les mêmes représentations pour deux pixels qui correspondent au même point anatomique. Donc, par exemple, deux pixels qui sont situés à l'intérieur, au milieu du ventricule gauche, dans deux images différentes, je veux qu'ils soient encodés par le modèle de la même façon. Autrement dit, on cherche à avoir des représentations qui soient similaires et invariantes entre images. Mais en fait, quand on se pose cette question, comment la traiter sans annotation? Vous voyez que pour réaliser des correspondances entre les points des deux images, il faut que j'ai un médecin qui m'ait segmenté mes images et qui m'ait dit ce pixel-là, cette région, c'est du ventricule gauche, cette région, c'est du myocarde, cette région, c'est du poumon, etc. Et justement, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est s'affranchir de ce besoin d'annotation, donc pouvoir entraîner des modèles sans annotation de médecin ou avec très peu d'annotation. Donc, ce qui est fait généralement, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage contrastif au niveau du pixel. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être de partir donc, d'une image d'IRM cardiaque, ici en petit axe, et on va prendre sur cette image deux crops, deux bouts de l'image qui ont un certain overlap, c'est-à-dire qui ont un certain recouvrement, c'est-à-dire qu'il y a une partie dans l'image 1 qui est aussi contenue dans l'image 2. C'est les parties en surbrillance ici. Ensuite, je vais avoir mon réseau de neurones, ici, F, qui va être un encodeur-décodeur, qui va encoder chaque point de mes images avec un vecteur de représentation. Et le but, en fait, de l'entraînement, ça va être de maximiser la similarité des représentations entre les points anatomiques qui sont les mêmes. C'est-à-dire un point anatomique au centre du ventricule gauche qui est dans cette image et qui est dans cette image, je vais faire en sorte qu'il ait la même représentation par le modèle, puisqu'il représente finalement la même chose, et faire en sorte que la similarité avec les autres parties de l'image, les autres zones anatomiques, soit différente. Donc vous voyez qu'en faisant ça, en fait, on peut entraîner un modèle sans avoir besoin d'annotation de médecin. Le médecin ne doit pas venir segmenter les images, c'est complètement de l'apprentissage auto-supervisé. Et on peut comme ça entraîner des modèles à large échelle sur de grandes bases de données d'imagerie. Et le bénéfice de ce type d'approche, c'est qu'ensuite, on a des modèles qui comprennent les images vraiment sur les aspects locaux, sur les structures fines, à un niveau de granularité qui est vraiment très, très précis. Et ensuite, pour voir ce que le modèle a appris, on peut l'utiliser pour des tâches. Par exemple, une tâche de segmentation, donc segmentation automatique des cavités cardiaques. Mais ici, ce qu'on propose, c'est une tâche de segmentation contextuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus besoin d'entraîner de modèles comme c'était fait habituellement avec un jeu de training, un jeu de test, j'entraîne mon modèle, je le valide sur le test, etc. Là, maintenant, parce que j'ai un modèle qui comprend vraiment toute l'anatomie, parce que je l'ai entraîné à comprendre l'anatomie sans supervision, je vais avoir une image que je cherche à segmenter, je vais avoir un ensemble de patients support, typiquement 1, 2, 3 patients ici, et en fait, je vais juste calculer. Je vais faire entrer mes images dans mon modèle, dans mon réseau de neurones. Ça va me sortir des vecteurs de représentation par pixel. Et ensuite, je vais calculer des similarités entre les vecteurs de représentation de cette image-là et de mon ensemble support. Et je vais juste assigner le label, la classe, donc ici par exemple ventricule gauche, correspondante du pixel qui a la similarité maximale. Donc en faisant ça, en fait, on se rend compte que le modèle a vraiment appris les structures anatomiques, il a vraiment appris l'anatomie. Et dans un papier qu'on vient de soumettre à MICAI, on montre qu'on a plus de 20% de performance par rapport aux meilleures méthodes de l'état de l'art
sur ce type de tâches de segmentation automatique, notamment dans un contexte où on est sur un faible régime d'annotation. C'est-à-dire qu'on a une base de données, on utilise seulement 1% des annotations disponibles, on segmente ici juste 3 patients, et on arrive déjà à avoir des performances qui sont très, très élevées sur ce type de tâches. Et donc maintenant, le prochain enjeu de notre projet, les prochaines étapes, ça va être justement de travailler sur cette partie-là, qui est comment faire pour fusionner les différentes modalités. Une fois qu'on a des modèles qui comprennent nos images d'un point de vue global, d'un point de vue local, je veux maintenant pouvoir le combiner avec de l'ECG, des données tabulaires, etc. Donc c'est les prochaines étapes sur lesquelles on travaille. Donc je tiens à remercier l'équipe avec qui je travaille, notamment mes encadrants de thèse, Elsa et Loïc, et Théo Solène de Miracle AI pour la collaboration. Donc voilà, on est toujours intéressé par échanger sur ces thématiques-là, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils sont tous là aujourd'hui. Et voilà, donc merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Oui, merci pour cette belle présentation. J'ai une question sur l'architecture un petit peu. Donc là, vous allez encoder chaque type de données par des réseaux contrastifs, si j'ai bien compris, ou peut-être pas. Enfin, au moins les images en réseau contrastif. Ouais, les échos et les IRM probablement. Généralement, ce qui marche bien en imagerie cardiaque, c'est les réseaux convolutifs, donc les CNN. Donc c'est pour ça que j'ai mis sur cette slide. Sur des séries temporelles comme l'ECG, on peut entraîner des CNN, mais à une dimension sur le channel de l'ECG. Je crois qu'en ECG, maintenant, ce qui marche bien, c'est aussi les architectures à base de transformers qui marchent bien pour encoder chaque partie de l'ECG. Donc on pourrait, là c'est juste un exemple, on pourrait les utiliser. Moi, je n'ai pas encore commencé à travailler sur l'ECG. Mais ce qu'on propose là sur l'IRM ou sur l'écho, ça peut être, en fait, la méthode que j'ai présentée, elle va marcher avec des architectures convolutives, type un UNet, ou même avec des architectures transformers mises dans un UNet. Et j'ai une deuxième question sur les features concaténation à la fin, puisque c'est là que ça va se jouer, parce qu'on a des infos très différentes qui rentrent. Et donc, est-ce que vous allez mettre le même nombre de features par channel ? C'est-à-dire qu'une image, ça contient énormément d'informations. Est-ce que c'est comparable à des infos cliniques ? Ouais, c'est vrai. Ce qui est fait généralement, je pense, dans l'état de l'art, c'est qu'on va encoder chaque modalité dans un vecteur de features. Et généralement, on veut créer un même espace latent. Donc, on veut que toutes nos modalités aient le même nombre de dimensions pour qu'on puisse ensuite comparer les vecteurs entre eux et calculer ça. Donc, ce qui est fait typiquement à ce moment-là, c'est par exemple de l'apprentissage contrastif, où je vais faire en sorte que mes vecteurs qui représentent mon patient soient proches dans l'espace latent et mes vecteurs qui représentent un autre patient soient éloignés. Mais pour ça, je pense qu'il faut quand même qu'ils aient le même nombre de dimensions dans leur recodage. Ouais. Merci. J'aurais une question par rapport à... Donc merci pour la présentation. J'aurais une question par rapport à la manière en fait, dont les différences entre les constructeurs sont gérées, notamment en termes de qualité d'image. Parce que, particulièrement en écho, si jamais je peux avoir un point là-dessus. Bonne question. En écho, je ne pourrais pas te dire, parce que là, la méthode et le papier que j'ai présenté, je ne fais pas d'écho dessus. En tout cas, sur l'IRM, les bases de données que j'utilisais, qui n'étaient pas des bases de données du César pour le coup, c'était des bases de données open source, mais ils ont fait quand même un gros travail pour être multivendeur. Donc il y a du Siemens, il y a du Canon, il y a d'autres constructeurs. Il y avait au moins 3 ou 4 constructeurs. Au César, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on a en termes d'IRM. Est-ce qu'on est multivendeur ou pas? Au César, non pas encore. En fait, il n'y a pas encore d'IRM officiellement adossé au César. C'est l'IRM en fait, standard de la Lariboisière qui est Siemens. Ouais, donc ça sera un enjeu à adresser. Et sur l'écho, c'est vrai qu'il y a une variabilité qui est énorme. Je crois que pour le coup, au César, on a au moins un Philips et un GE en termes d'écho sur les machines. Donc là, on pourrait essayer d'adresser comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'utiliser des bases de données qui soient le plus représentatives de tout type de constructeur. C'est ce qu'on essaye de faire en pratique, mais bon, c'est pas toujours facile en pratique, quoi, à l'arrivée. Oui, une question très rapide. Le 22%, c'était sur les dice de segmentation ou de rehaussement tardif?
C'était sur de la segmentation Ok. des structures anatomiques, pas de Ok. réostomographie. Parce que la segmentation, dans un contexte bien annoté, les DICE sont quand même souvent très forts déjà. Donc là, c'était dans le contexte. Ouais. Ouais, là, ce que j'ai présenté, c'était dans donc, la segmentation des cavités cardiaques, mais dans le cadre où je me compare au modèle, dans un cadre où on est dans un faible régime de données annoté, c'est-à-dire que j'ai des cohortes, mais je peux annoter que quelques patients, 5 ou 10 patients. Et ben dans ce cadre-là, souvent, les méthodes qui existent, les modèles préentraînés, ils ne marchent pas très bien, parce qu'il faut qu'ils puissent s'entraîner sur une quantité de données assez grosse. Donc là, en faisant ce type d'approche, on montre qu'on n'a finalement pas besoin de beaucoup d'annotation pour être déjà très performant sur ces tâches-là. Merci beaucoup.